Bonjour les amis, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes là? Euh, non, il faut pas appeler à ce numéro. Il faut appeler. Il y a un numéro qui s'affiche là, qu'on vous a donné. C'est ce numéro qu'il faut prendre plutôt. D'accord? Regardez sur la page principale, vous verrez un numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez appeler pour ce direct. C'est le plus 799 1 86 45 815 plus 799 1 86 45 815. Voilà. Donc le numéro WhatsApp pour nous joindre est celui qui est affiché sur l'annonce du direct. C'est le plus 799 186 45 815. Et comme d'hab, hein, quand on a un certain nombre, on y va, sans perdre de temps. Est-ce que vous allez bien les amis? C'est important de me le dire. Si tout va bien de votre côté. Et bonjour Jean-Marie Melmer, bonjour Jean-Marie du Luxembourg. Vous allez bien Jean-Marie? Si vous m'entendez bien, faites-moi un petit signe. Si tout est ok, le son, l'image, eh bien faites-moi signe, faites-moi savoir. Juste pour que je sache comment il faut moduler la voix. Ou alors, il y a Guy Tassé qui nous rejoint aussi à l'instant. Bonjour cher Guy. Je n'ai jamais su d'où vous vous connectez, vous, souvent. Alors vous êtes de quel endroit vous êtes dans quel endroit du globe, cher Guy Tassé? On va pas tarder à y aller, comme d'habitude, hein, en suivant nos... Ah d'accord, excellent, me dit... excellent me dit notre ami Jean-Marie Melmer, tout est propre, le son, l'image, super. Ah, il y a Suite, notre princesse Diambar du côté de Dakar au Sénégal. Bonjour Suite. Merci de vous joindre à nous, même si c'est pour quelques secondes, de partager cette tranche de vie avec nous. Vous allez bien Suite? J'ai vu votre dernier séjour, je crois, dans les îles Saloum. C'est juste magnifique, ce genre d'endroit qu'on pourrait visiter. Hein. Beaucoup de gens pensent que l'Afrique, quand ils vont en Afrique, il faut forcément qu'ils aillent dans leur pays d'origine, sans savoir qu'il y a beaucoup de choses à voir quand on est un tout petit peu curieux. Il me souvient que Laurent Gbagbo, tout le temps il a été président, il n'a jamais passé de vacances hors de l'Afrique. Hein. Il allait à San Pedro, en Côte d'Ivoire, à Monogaga. Il allait découvrir tout ce que nous avons comme joyaux. C'est pareil au Cameroun aussi. Hein. J'ai fait d'ailleurs une émission à l'époque que j'appelais le Cameroun Paradis confidentiel. Et ça, c'est après avoir parcouru l'ensemble de notre pays, d'être allé à Tchan, d'être allé à Fumban, à Fumbot, à Bouda, à Bamenda, dans le sud, à Ebolova, à Niabizan, être allé un peu partout et pour se rendre compte de l'énorme richesse que notre pays recèle et qui est inexploitée. Alors il y a Marie-Françoise qui est avec nous aussi. Bonjour Marie-Françoise, Vivi qui nous rejoint. Bonjour Vivi, j'ai vu que vous étiez de passage à Paris. Bon séjour du côté de Paris. Il y a Mokhtar, Lionel. Bon, allez, on va devoir y aller. Mais avant, il faut commencer par dire notre gimmick. Hein. Notre gimmick, c'est quoi? C'est qu'il va faire beau dans notre pays. Bientôt, Hoha, hein, que les gens le veuillent ou pas, hein, de toutes les façons, ce qui est planifié déjà par notre mystique profonde. Et ça va être un accomplissement et il faudra être dans la lignée présidentielle pour espérer être de ceux qui vont incarner ce renouveau camerounais, cette renaissance plutôt. Hein.
renouveau. Dans le contexte camerounais, c'est un mot un peu galvaudé, hein, puisqu'il y a eu le renouveau sous le RDPC. Bon, on l'a vu, hein, ça a été le renouveau du désespoir, hein, pendant 42 ans. Et donc, moi, je parlerai plus de renaissance, la renaissance du Cameroun. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de Camerounais qui sont activés par les ancêtres, éparses un peu dans le monde, pour être à la manette, à la dynamique, animer cette renaissance du Cameroun qui est en train de se mettre en place. Mais évidemment que tous les yeux n'ont pas la capacité de voir. Vous savez, j'ai pris l'habitude de dire ici que je ne veux pas faire des communications avec 500 000 personnes parce que le message que j'ai adressé est un message codé pour des gens qui sont appelés, des gens qui sont élus, qui sont choisis donc par notre mystique profonde pour incarner donc cette renaissance camerounaise qui est en marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez 500 000 personnes qui étaient là, eh bien, elles seraient ces 500 000 personnes comme des gens qui entendent un tambour jouer sans comprendre le message qui est envoyé derrière. Donc, nous sommes ici dans une agora assez spéciale et sans prétention aucune. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir du qualitatif et pas de la quantité, du quantitatif. Il y a Amadou Ismaïla, notre frère de Menganga, qui est là aussi. Bonjour, cher Amadou, comment allez-vous? Presse les Bams. Vous êtes d'où, Presse les Bams? J'ai jamais su. Moi, quand j'ai lu Bams, je me suis dit, ah, c'est ma sœur des hauts plateaux de l'Ouest. Alors, vous êtes d'où? D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme. Je vois Presse les Bams. Ce serait pas mal de me dire, hein, pas parce qu'on est plus que ça attaché à l'origine des gens, mais nous sommes des frères. Ce serait bien qu'on se connaisse tous et qu'on regarde. Surtout que le Cameroun, c'est une grande famille, hein, on est tous de la même famille. C'est pas ni John Frondi, feu ni John Frondi qui vous dira le contraire. Lui qui était le patron d'un parti politique réputé être le principal mouvement d'opposition, de contestation au Cameroun, mais qui avait des liens de famille, des alliances de sang avec le RDPC, puisque sa fille ou son fils a épousé celle de Grégoire Owona. Donc, vous voyez que le Cameroun, c'est une grande famille. Il n'y a que ceux qui ne le savent pas, j'allais dire les ignorants, mais ce serait peut-être insultant, il n'y a que les ignorants qui pensent, qui sont sur les discours tribaux. Ils ne savent pas que c'est tellement imbriqué notre histoire-là, que c'est très dangereux même d'aller se mettre dans certaines agoras et de commencer à vouloir montrer du doigt certains en pensant qu'ils sont des étrangers. Parce que parfois, celui que vous pointez du doigt comme étant un étranger, c'est même peut-être votre famille plus. Et d'ailleurs, l'une des forces du président Biya, durant ses 42 ans de pouvoir, c'est que s'il a maintenu le Cameroun, les Camerounais sur sa coupe, malheureusement pour une finalité qui est détestable, eh bien c'est bien parce qu'il a su jouer de ça, hein, en passant un pacte avec les égrégores des différents peuples du Cameroun. Dans chaque famille, grande famille camerounaise, vous allez, faites attention. N'allez pas dire du mal du président Biya là-bas, parce que il y a de fortes chances que ça lui revienne tout de suite. Hein. Il y a des alliances souterraines qui ne sont pas connues du grand public. Et ce sont ces alliances souterraines qui ont maintenu ce pouvoir à flot. Et ce sont ces alliances souterraines qui ont éprouvé leurs limites aujourd'hui. Parce qu'il y a un ordre cosmique pour le fonctionnement de chaque société. On ne peut pas faire fonctionner une société sans qu'il y ait des équilibres. Donc aujourd'hui, on a bien compris que en tout cas, ces gens-là, ceux de Yaoundé, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas le talent, et ni la volonté de faire quoi que ce soit de bien pour notre pays, et donc il ne faudra pas se reposer sur eux. Donc il faut passer à autre chose, on va tourner la page là, très bientôt. Donc il va faire beau les gars, il n'y a aucun doute sur cette question. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se disent, mais est-ce un doux rêveur, est-ce un embobineur, un charlatan, qui nous dit ça? Non, c'est pas ça, c'est que, bon voilà, c'est comme je vous l'ai dit précédemment. Alors, Jean-Marie qui dit « Le tribal rend stérile le sol et les âmes ». Bon, je vais vous donner le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre sur WhatsApp pour apporter vos contributions. C'est le plus 799 186 45 815. Plus 799 186
45 815. C'est le numéro, vous appelez uniquement sur WhatsApp, hein, où vous pouvez nous joindre pour nous donner votre point de vue sur les choses. Voilà, Hélène, je suis d'accord avec vous, hein, il va faire beau, c'est certain. Il n'y a pas de discussion à avoir. Bon, on va y aller. Il y a pas mal de thèmes. Malheureusement, vous savez, je suis avec les moyens du bord. Hein. J'ai dit que j'étais dans une série de déplacements. Du coup, ça complexifie un tout petit peu mon assise. C'est pas très confortable. Là, par exemple, j'ai pas tout l'outillage qu'il faut. Mais je crois que les sujets dont on devait parler, il y avait le président Madoua Idjo. Il a été l'objet d'un hommage que je lui ai rendu cette semaine, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas d'une chronique. Et puis elle a fait susciter beaucoup de réactions de la part des gens qui écoutent. Beaucoup m'ont dit, allez, pourquoi on n'en reparlerait pas ce week-end? Et voilà, bon, j'étais pas contre l'idée que on peut convoquer la mémoire de cette personne, peut-être pour objectiver ce qui a été sa trace dans l'histoire de notre pays. Et donc, on va en parler. Moi, mon postulat, c'était de dire, juste pour que tout le monde soit au même niveau d'information, que bon, voilà, quelqu'un que j'aurais personnellement toutes les raisons de peut-être détester. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un arrière-grand-père, ou une babinam, qui a été l'un des résistants les plus farouches dans le Lion Ekele, dans la résistance qui s'est organisée dans le Lion Ekele, qui est mort au maquis, et donc, naturellement, avec des forces qui étaient à l'époque coordonnées par le président Idjo. Bon, sauf qu'avec du recul, vous savez, moi je ne vais jamais à Dakar sans aller me prosterner sur la tombe du président, la fleurir, y apporter ma petite gerbe de fleurs et puis communier un tout petit peu avec lui. Et bien les gens seraient tentés de dire, mais lui, ancien petit-fils d'un ancien maquisard, tué par Aïdjo, mais qu'est-ce qu'il va faire sur la tombe d'Aïdjo? Sauf que vous savez, le problème de l'histoire, c'est que avec du temps, certaines situations qui vous paraissent incongrues peuvent être vues sous un autre jour. Moi, j'ai pensé que l'alibi principal du président Aïdjo à l'époque, c'était de dire il fallait construire l'unité nationale, il y avait un prix à payer, et ce prix, ça a été peut-être de casser les œufs de la résistance patriotique. Donc ça peut se comprendre. Moi, personnellement, j'ai toujours été très, très, très meurtri par l'exécution de Ernest Ouandié à Bafoussam. Ce jour-là, exécution publique, pas parce que c'est le seul qui a été tué, non, mais parce que lui, il a été condamné à mort et il a vu sa mort venir à lui. Donc c'est un peu ça. Donc il y aura Aïdjo, le président Amadou Aïdjo, on en parlera, hein, ceux qui ont des choses à dire, à redire sur le postulat qui est le mien, qui est de dire que bon, les ancêtres ont sonné l'heure de la Renaissance, il faut peut-être commencer par se réconcilier pour entamer le processus de guérison, parce qu'on ne peut pas aller loin si chacun porte du ressentiment à l'attention de l'autre, parce qu'il y a eu des choses, il y a toujours des manquements dans l'histoire de toutes les civilisations. Sauf que le propre d'une civilisation, c'est qu'elle est dynamique, elle n'est pas statique. C'est pour ça que quand je vois tout ce qui anime le débat public aujourd'hui, que ce soit dans les vieilles démocraties européennes comme la France, où vous avez des partis entre guillemets nationalistes qui revendiquent une France à eux avec leurs valeurs, je rigole. Je me dis, c'est des gens qui n'ont pas fait leur cours d'histoire pour comprendre comment a évolué l'histoire de l'humanité. Qui est français aujourd'hui? Est-ce que la France de 2024, c'est celle de François Ier en 1539, quand il décidait de faire du français la langue officielle? Je ne suis pas certain que ce soit la même France. Alors ceux qui disent qu'ils sont plus français que d'autres, bon, moi je ne suis pas concerné par ce débat, hein. J'ai conservé toujours ma nationalité camerounaise. Et d'ailleurs, il est interdit dans ma famille de prendre une autre nationalité, pour que vous compreniez un tout petit peu. Bon, mais c'est un débat où nous avons certains des nôtres, les Afro-Français qui sont dans cette confrontés à ce problème aujourd'hui, qu'on peut aussi, sur lequel on peut toucher un mot. Donc on va parler du président Madoua Idjo, on va évoquer cette question des replis identitaires qu'on observe dans certaines vieilles démocraties européennes. On va évoquer la question de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. On a vu que ils vivent déjà leur première tourmente. Au Burkina Faso, notamment, il y a eu toute cette désinformation mise en place. On comprendra que la guerre aujourd'hui, elle est cognitive. D'où l'importance pour nous d'avoir des médias d'un certain niveau.
Alors, on ne peut pas, un pays comme le Cameroun aujourd'hui n'a pas de médias. Excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité. On n'a pas de médias parce qu'aucun des promoteurs de médias au Cameroun n'a compris l'enjeu de détenir un média en 2024. Les enjeux sont énormes. C'est pour ça qu'il faut repasser par des écoles de management de médias, tous ces gens-là qui dirigent les médias, pour qu'ils comprennent c'est quoi la fonction d'un média dans le contexte de géopolitique actuel et tout. Donc on n'a malheureusement pas ces médias en Afrique, et donc qui nous mettent dans quoi? Qui nous mettent dans une posture, on est sur la défensive. Ah oui, ils ont dit ça, ils nous ont sali dans leurs médias, on va interdire. Non, ça peut se passer autrement, ça peut se passer par ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. C'est quoi l'équilibre de la terreur? L'équilibre de la terreur, c'est d'avoir la même capacité de nuisance que les forces en face. Si vous avez les mêmes capacités de nuisance, vous vous neutralisez. Vous voyez, aujourd'hui, depuis que la Russie mène sa campagne en Ukraine, si les Russes étaient faibles, vous pensez qu'on aurait laissé faire? Non, on n'aurait pas laissé faire. Mais c'est parce qu'on sait qu'ils ont la capacité à tout moment de s'énerver. Et quand ils s'énervent, c'est chacun qui va dans son petit coin. Non, c'est pas ce qu'on a dit. On va bien préciser le sens de notre propos. Ce n'est pas ce qu'on voulait dire. Alors, il y a Maliga Magouéa qui nous retrouve. Bonsoir Morgane, prends soin de toi. 2025 approche au Cameroun. Merci, cher Maliga. Il y a Eric qui aussi est là. Eric Wayep depuis l'Irlande. Alors, la question de la carte nationale d'identité. Vous pouvez déjà nous passer vos coups de fil. Ça n'empêche que je développe au fur et à mesure. Nous avons appris autre chose cette semaine. Et de toute façon, je m'en doutais. On n'est pas des petits lapins de 6 semaines. On sait comment ça fonctionne. Je me doutais bien que sur les fameux 9000 francs CFA que prend la société Augentique, donc le prestataire de service, que ce n'était pas 9000 francs qui allaient repartir en Allemagne. il faut être vraiment naïf pour croire à ça. Non, on savait très bien qu'on est sur un montage habituel au Cameroun. Quand il y a le moindre petit marché, c'est toujours des rétros comme derrière. Ça mange à tous les niveaux, ça cachetonne à tous les niveaux. Et d'ailleurs, tout projet, je vous dis, tout projet que vous voyez se mettre en marche au Cameroun, sachez que c'est un projet qui s'inscrit dans une dynamique où les gens vont se gaver, c'est-à-dire une petite minorité, parce que le principe au Cameroun, c'est lequel? On privatise les profits, on mutualise les pertes. C'est-à-dire que, c'est quoi privatiser les profits, mutualiser les pertes? Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que, bon, allez là, on dit 10 000 la carte d'identité, il y a 9 000 qui repartent chez le prestataire allemand. Quelle générosité! De la part des Camerounais, bien entendu, il n'en est rien. Ces 9 000 qui vont être partagés entre les différents responsables, à tous les azimuts qui ont gravité autour de ces affaires, et les Allemands. Sauf que, quand il y a par exemple un emprunt qui est contracté, donc mettons, on a pris 1000 milliards pour construire une autoroute. C'est un prêt. Il ne va pas être remboursé, il va être remboursé par les Camerounais. Donc, tout l'aspect lucratif juteux de ce contrat va être au profit exclusif d'une petite minorité de gens, pendant que l'aspect maintenant où il faut rembourser, c'est douloureux et tout, mais on va généraliser ça à l'ensemble des Camerounais. Donc c'est tous les Camerounais qui remboursent, mais c'est une petite clique de gens qui profitent. Donc c'est ce qu'on appelle la privatisation des profits, la mutualisation des pertes. Vous comprenez? Pour qu'on se comprenne très très bien. Donc voilà. Il y a monsieur, il y a, oui, il y a Martial Maquet qui dit que oui, il en est convaincu, mais bien entendu, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, alors, sur la question de la CNI, on s'est tous arrêtés sur la question pécuniaire. Je suis d'accord que, à mon sens, c'est un gros scandale. D'ailleurs, c'est un truc qui ne doit pas passer. C'est-à-dire que même s'il faut que les Marganguele et compagnie, qu'ils soient interdits de séjour en Europe, donc qu'ils ne mettent plus leurs pieds ici, pour cette affaire, on va lutter comme il faut. Pour ça, on ne peut pas laisser faire un truc comme celui-là. Spoliation sur spoliation, même s'il y a un autre agenda derrière. Je vais vous expliquer c'est quoi l'agenda qu'il y a derrière. Vous savez, je vais parler ici de la gouvernance par la diversion. C'est-à-dire que cette faculté de multiplier des événements qui vont tenir les Camerounais en haleine, et pendant ce temps, ils perdent de vue que bon, ils ont une gouvernance qui ne travaille pas, il n'y a aucun projet qui sort de terre, toutes les promesses, aucune n'est honorée. Donc c'est un truc qui est fait avec une vraie ingénierie sociale par des gens qui sont en haut. Sauf que ça ne se limite pas à ça. Aujourd'hui, il y a un mécanisme, c'est du vampirisme pour ceux qui connaissent un tout petit peu, s'ils connaissent un tout petit peu
en spiritualité. Il y a un mécanisme de vampirisme qui est mis en place, c'est-à-dire on aspire l'énergie des Camerounais, de telle sorte qu'ils soient dépouillés de toute énergie qui peut les amener, par exemple, à contester, à se dire demain que bon, voilà, il y a telle chose qu'on a fait, on va se lever pour se battre. Et c'est quoi ce mécanisme? Je vais vous raconter. L'histoire de la CNI que vous voyez. Vous pensez que ces gens ne savent pas comment vont réagir les Camerounais? Ben, c'est tout comme quand on coupe l'électricité au Cameroun. Parfois, c'est fait sur commande. Allez, ces gens-là, ils sont déjà un peu trop... épais et tout. Non, non, il faut leur mettre un truc là qui va venir, qui va les fatiguer et tout. Parce que quand vous passez une nuit à Douala avec la chaleur et les moustiques, franchement, vous n'avez pas l'énergie le lendemain matin pour chercher à rejoindre un mouvement des gens qui vous disent on va sur Yaoundé. Donc, la technique que ces gens ont mis en place est une technique de vampirisme. Donc, psychique, on vous aspire l'énergie en créant toujours une affaire. Donc, l'histoire de la CNI participe de ça, parce qu'ils ont bien compris que l'heure du réveil a sonné au Cameroun aujourd'hui, et que de toutes les façons, on ne peut pas empêcher la fin de ce pouvoir. Elle est déjà programmée. Ce n'est que les Camerounais qui ne voient pas ce qui se passe. Le pouvoir est même déjà tombé, pour vous dire la vérité. Il est déjà tombé. Il n'attend que quoi? Il n'attend que le petit déclic. Et le petit déclic qui, aujourd'hui, tient à quoi? Ne tient pas à la majorité. Ce serait une erreur formidable de penser que c'est la majorité des Camerounais qui vont se lever pour faire tomber ce pouvoir. Non, il y a une petite minorité agissante qui fera ce qu'il faut, et puis elle sera rejointe par la suite par les masses écrasantes qui sont pour la plupart envoûtées. Hein? Les pauvres gens-là, c'est des malades, ça ne va pas dans leur vie. Et ça a été fait de manière très scientifique, de manière très efficace pour mener à ça, pour mener à cette situation-là. Donc voilà, il y a cette histoire de diversion, mais il y a aussi que ces différents événements qu'on vous pond, on vous dit ah non, concours de Miss, on vous sort un laidron, on vous dit ah non, si c'est de laidron qui a mis, on sait très bien que ça va prendre l'énergie des Camerounais et tout le monde va se verser dessus. Ah, mais ces gens-là vraiment on n'en peut plus. On puise dans l'énergie des gens, de telle sorte que l'énergie nécessaire, utile à la libération, ben, le moment venu que cette énergie ne soit pas là. Donc ils ont bien conscience, vous ne pensez pas le contraire en cet instant, ils ont bien conscience qu'ils jouent leur dernière carte et ils se battent autant qu'ils peuvent. C'est des réunions sur réunions pour mettre en place ce système qui marche depuis 42 ans. C'est juste que les Camerounais étaient bien naïfs de ne pas savoir avec qui ils cheminaient, quelles étaient les méthodes des gens avec qui ils cheminaient. Donc c'est ça leur méthode. La méthode c'est, allez, ces gens-là, on les tient en haleine et puis ils n'ont pas le temps, ils ont les pains pour manger, ils ne vont pas avoir l'énergie pour aller contester. Donc ils vont se battre d'abord pour manger. Vous comprenez un tout petit peu? Donc sur la CNI, il y a ces aspects, là, les aspects financiers, j'ai dit, rétrocom, bon, ça c'est clair. Il y a ces aspects, les aspects psychiques, de vampirisme psychique qu'on vient d'évoquer. Il y a un troisième aspect, hein. Là c'est la Sainte Trinité, la boucle elle est bouclée. Le troisième aspect c'est lequel? Vous savez, on n'a pas parlé de cette question, mais c'est même la question qui est la plus stratégique dans cette histoire de carte nationale d'identité. C'est la question des data. Vous savez qu'aujourd'hui, mais c'est une mine d'or. C'est-à-dire que si vous prenez vos data, vous les confiez à une boîte à l'étranger, au-delà des problèmes que ça pose sur notre souveraineté, mais il y a aussi un autre aspect financier derrière. C'est vrai que ces data sont vendus. Mais c'est de l'or en barre, cette histoire de data. C'est-à-dire qu'on vous parle là du contrat officiel, celui où on va payer 10 000, en tout cas officiellement par Camerounais, mais en réalité, ce qui va rapporter le plus d'argent à ces gens, dont il n'y a eu aucune communication autour, de toutes les façons, pourquoi il le ferait, c'est la question des data. Ces données vont être vendues à des groupes et c'est de l'argent, mais à un certain niveau que vous n'imaginez pas. Donc même cette question doit être posée sur la table, avant de poser une quatrième question sur la table. Celle de dire, je vous en parlais la semaine dernière, des pays qui sont avancés, comme les États-Unis, ils ont mis en place des lois, hein, la Small Business Act, pour ce qui concerne l'Amérique, qui est une loi en réalité qui donne la préférence des marchés publics aux PME américaines. Ça, c'est pour permettre de dynamiser le tissu économique local, donc que faire travailler les ouvriers américains, c'est tout à fait normal. Et donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire qu'il n'y a aucun Camerounais qui a un savoir-faire dans ce domaine-là, qui peut nous apporter des solutions biométriques. Qu'est-ce qu'on veut dire?
Moi, j'ai vu des reportages. Je ne veux pas parler de mon propre cas pour qu'on ne dise pas qu'il est intéressé. Mais il y a quoi? Il y a 5 ans, je me suis retrouvé en réunion au Cameroun, à un très haut niveau, avec une entreprise détenue par un Camerounais et des Suisses allemands, qui notamment fournit la solution sécuritaire au FBI aux États-Unis, la police allemande, l'armée suisse, et tout, l'armée allemande, pardon, la police suisse, tous les ministères en Allemagne. Donc cette entreprise-là, je connais quelqu'un là-bas et tout, on l'a amené au Cameroun. Parce qu'on ne comprenait pas qu'il y a un problème de carte d'identité qui se pose. Après avoir fait une série de réunions, je crois qu'on n'a pas compris les codes. On n'a pas bien parlé. Et on n'aura pas dit que bon, vous allez manger à tel niveau, parce que maintenant, on n'est pas de cette culture. Hein. Et donc, il faut nous briefer pour qu'on comprenne. Donc, comme on n'a pas bien parlé, après maintes réunions, eh ben, c'est pas allé très loin. Et puis, on a été étonné de voir que, mais alors qu'on avait la solution là, les années ont quand même continué à passer avec des Camerounais sans carte d'identité. Bon, là, c'était notre cas personnel. On va le mettre de côté, sinon on va dire qu'on a des intérêts dans l'affaire. Mais moi, j'ai vu des reportages de Camerounais, je crois en Allemagne, détenant un savoir-faire dans ce domaine. Pourquoi n'ont-ils pas vocation, même dans un transfert de technologie, à gagner un marché comme celui-là? C'est la diaspora camerounaise, c'est elle qui finance le gros de la sécurité sociale du Cameroun. Donc c'est un juste retour des choses qu'on puisse lui donner des marchés. On va créer de la dynamique, une dynamique au niveau local, ça va générer tout un gisement d'emploi, puisque c'est un problème que nous avons. Plus de 70% des nôtres sont assis à la maison, ils ne travaillent pas. Ça veut dire qu'on ne doit pas rater une seule occasion de pouvoir créer des emplois. Et ça permet de rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et qu'en termes de politique économique, que l'unique politique économique de l'État du Cameroun ne soit pas, dès qu'il faut payer telle chose, allez, hop, on va monter tel impôt direct ou tel impôt indirect et tout, et c'est les Camerounais qui payent. Ce n'est pas une politique économique. Il faut partager le travail si on veut dynamiser l'économie. Pour partager le travail, il faut le créer. Et pour créer le travail, il faut créer l'attractivité, notamment sur le plan fiscal, qui amène les gens à venir investir dans l'activité. Si on a des gens qui investissent, ça crée de l'activité, ça crée du revenu, ça crée de la consommation, ça crée de la croissance. Vous voyez un peu? On est sur toute cette chaîne de valeur là, ça crée de la croissance et l'économie est dynamique. On n'a pas besoin de demander aux gens de payer 10 000 francs la carte nationale d'identité. Mais qui est ministre des Finances au Cameroun? Les gens qui font passer ces trucs. Vous verrez que c'est des gens qui ont pour unique CV d'être le cousin, le fils, ou alors d'avoir vendu des billets sur le transporteur aérien national. C'est ça l'unique CV pour être là, décider de la politique économique, financière d'un pays comme le Cameroun. Je pense qu'il en faut plus. On a quand même beaucoup de talents qui sont à l'étranger. Mais je vous dis ça, je vous dis rien. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que ce pouvoir actuel n'a pas été programmé pour créer du progrès au Cameroun. Il a été programmé pour détruire la ligne de progrès qu'avait amorcé déjà la Première République du Cameroun. Regardez tout ce qu'on avait. CELUCAM, ALUCAM, Alubassa, Sofibel à Bélabo, la Semerie, Sodokoto. Regardez toutes ces sociétés qu'on avait, qui tapissaient l'ensemble du territoire national. Ça veut dire qu'il y avait une vraie vision. On créait des emplois dans les terroirs. Pourquoi on crée des emplois dans les terroirs? Pour fixer les populations. Ça empêche les phénomènes d'exode rural. Pourquoi les gens partent? Pourquoi on a Yaoundé, Douala, qui sont aujourd'hui des villes en surpopulation? Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'activité dans les terroirs pour fixer ces populations. Donc, que sont devenues toutes ces sociétés, toutes ces entreprises qui ont germé au temps de la Première République? Personne ne s'est posé ces questions. Mais si vous voyez que c'est des entreprises qui généraient des profits, qui ont disparu du jour au lendemain, mais c'est qu'il y a bien une mécanique, une volonté mise en place pour faire disparaître ces entreprises. Pourquoi? Parce que les gens qui regardent avec des yeux d'initiés savaient que le Cameroun avait enclenché une marche qui allait fatalement vers quelque chose, son plein épanouissement, sa pleine réussite. Donc pour casser cette marche du plein épanouissement, de la pleine réussite, il fallait, mettre un terme à la gouvernance précédente, donc celle de Mamadou Ahidjo, qui faisait à la base partie du plan d'origine. Le plan d'origine, c'était rien ne bouge au Cameroun. De toute façon, vous maintenez le pays comme il est là.
ça nous permettra de venir prendre des matières premières pour développer chez nous. Vous voyez, mais au bout d'un moment, le Peul, il s'est senti piqué dans son orgueil de Peul en disant, mais moi je ne peux pas être marionnette toute ma vie, je vais travailler pour mon pays, donc ça veut dire quoi? Être là et ne servir à rien. Donc moi maintenant, quand je vais partir, quand je reviens, si je vois des bonnes choses, j'amène au Cameroun. Donc dès qu'il a été identifié comme quelqu'un qui commençait à sortir des clous, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? On a organisé un gentil petit coup d'état scientifique. Vous voyez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il est parti et puis donc on a mis en place une gouvernance dont la vocation n'était pas de construire le progrès. Donc ne demandez jamais au système actuel d'être des gens qui produisent de la valeur ajoutée pour le Cameroun. Ce n'est pas leur mission. Si vous leur demandez ça, vous leur demandez d'être à contre-emploi. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille dans l'idée de les faire partir, comme on est en train de le faire, parce que ce n'est qu'après qu'ils soient partis qu'on pourra être dans les schémas où quiconque a des bonnes idées et qui vient au Cameroun peut implémenter ces idées et peut avoir toute la puissance publique qui l'accompagne pour qu'il réussisse. En dehors de ça, aujourd'hui, quand je vous parle des satanistes, ce n'est pas de simples mots de l'esprit. Ce n'est pas un homme en colère qui vous dit c'est des satanistes. Je vous parle des choses qui sont réelles, qui n'ont pas toujours la possibilité d'être comprises, d'être vues par l'ensemble de nos concitoyens. C'est normal, dans toutes les sociétés, il y a des initiés, il y a la masse laborieuse qui voit des choses sans comprendre exactement ce qui se passe. Voilà les amis, donc il y a ce sujet de la CNI, on refait un résumé, il y a 4 points sur la CNI, il y a un son coût, donc on est sur de la rétrocom qui va être partagée, donc les fameux 9000 sur les 10 000 qui vont au Gentique, jamais au Gentique ne prendra 9000 seuls pour partir, c'est 9000 comme dans les autres sociétés qui ont été du jour au lendemain vendues. Vous voyez, on avait société de Régifercam, on avait la SNEC, des sociétés qui sont dans le pôle de souveraineté de l'État, ça veut dire qu'on ne vend pas, puisque ce n'est pas des sociétés qui ont vocation à faire faillite. Comment quelqu'un qui vous vend de l'eau à boire tous les jours peut faire faillite? On se retrouvait du jour au lendemain à privatiser en vendant cela au franc CFA symbolique. Mais c'était le franc CFA symbolique pour la nation. Mais rassurez-vous, il y a des gens qui ont gagné beaucoup plus d'argent que l'argent que le Cameroun, lui, a encaissé dans ses caisses. Donc ça a toujours été ça, le même système. Donc sur la CNI, c'est ça. Sur les 9000, il y a des gens qui se goinfrent, qui touchent des rétrocoms. Il y a l'aspect que c'est un autre sortilège du pouvoir de Yaoundé pour faire du vampirisme psychique. Donc on prend l'énergie des gens en les énervant, les gens sont concentrés là-bas, puisqu'ils savent que le mois est très délicat. Et donc pendant qu'ils sont concentrés sur ça, ils n'ont plus l'énergie pour se battre, pour se libérer du Cameroun. Il y a l'aspect data qu'on a évoqué tout à l'heure. Le vrai business dans cette affaire, c'est les data, la vente des data. Donc ils se goinfrent 2 fois, ils se goinfrent sur les 10 000 pensionnés directement au Camerounais, et ils se goinfrent aussi sur les data qui vont être vendus à des sociétés comme Facebook et compagnie et tout. C'est des milliards et des milliards de francs. Personne n'en a parlé. Et puis il y a l'aspect que pourquoi il ne faudrait pas mettre un peu de protectionnisme si les grandes économies le font? Pourquoi pour un business comme celui-là on ne le donne pas à un Camerounais, qu'il soit de la diaspora ou d'ailleurs, qui a le savoir-faire? Ça devrait pouvoir se faire. Donc cette histoire doit être annulée. Ça, il ne faut même pas qu'on discute, on discute dessus. Donc ça, c'est classé. Les amis, vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous joindre plus 799 186 458 15 sur WhatsApp. Plus 799 186 45 815. C'est sur WhatsApp. Si vous appelez à ce numéro, vous serez en direct avec nous, on pourra échanger tranquille. Vous pouvez me donner votre point de vue sur les différentes thématiques qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc on a parlé du président Ahmed Waïdio à la demande de beaucoup d'entre vous qui souhaitaient dire comment ils voient les choses concernant l'action qui a été la sienne. On a parlé de la CNI, donc, que j'évoquais à l'instant. On a parlé de l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel. Parce que si on parle de l'AES, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas du Cameroun. Vous allez voir qu'on est confronté à des situations similaires. Et il y a un dernier sujet, et c'est le sujet qui est un scandale, c'est que vous n'en avez pas beaucoup entendu, mais à l'heure qu'il est, il y a 29 ministres du gouvernement camerounais à qui on a porté plainte pour détournement des fonds Covid. Et donc normalement on devrait avoir
la personne qui a porté plainte, normalement, s'il est à l'écoute, s'il est avec nous, eh bien, il peut déjà se manifester au numéro que j'ai donné tout à l'heure. Donc, le plus 799 186 458 15. Il peut se manifester pour nous en parler. Vous savez, pour le Covid, tout l'argent, vous entendiez de dire, oui, on a affecté tant nombre de milliards au Cameroun et tout. En réalité, ce n'était pas des dons. Ce n'est pas de l'argent qu'on nous donnait, qui n'attendait pas en retour. Non. Ça, c'est ce que les Camerounais ont cru, mais ce n'est pas la vérité. C'est de l'argent qui a été prêté par les bailleurs de fonds. Et donc, d'après ce que va nous expliquer notre compatriote, si on parvient à l'avoir tout à l'heure, cet argent attendait un remboursement. Et pour rembourser cet argent, le montage qui a été fait, c'est qu'on allait augmenter la note, les factures de l'essence à la pompe. Sauf que ce qui se passe aujourd'hui, le gros scandale, c'est que cet argent quasiment n'a pas servi aux Camerounais. Cet argent a été partagé entre près de 29 membres de notre gouvernement et affidés. Et donc là, on a une grosse dette qu'on demande aux Camerounais de rembourser, mais une dette que les Camerounais dont ils n'ont pas joui, puisque ceux qui se sont appropriés, qui l'ont confisqué pour eux, c'est les 29 membres du gouvernement. Donc il y a un de nos compatriotes, un Camerounais courageux, Henri Hervé Menot, qui a porté plainte. Sa plainte a été reçue, donc il y a d'autres actions qui sont en cours aussi ici au niveau européen, contre d'abord ces ministres et ensuite le FMI. Et il faut que vous sachiez, oui, c'est lui qui appelle Henri. Henri, appelez Henri au 790, plus 799 18 64 58 15. C'est le numéro WhatsApp pour nous joindre aujourd'hui. N'appelez pas à ce numéro. Donc, c'est le plus 799 18 64 58 15. Appelez-nous justement parce qu'on parlait de vous. Ce serait bien que vous éclairiez nos frères qui sont là et nos frères et nos sœurs qui sont réunis, qui nous regardent, qui comprennent très bien de quoi il s'agit exactement. Donc Henri a porté plainte donc à 29 des ministres camerounais. La plainte a été reçue au Cameroun et aussi au FMI. Pourquoi? Parce qu'il y a un montage mafieux. Non, Henri, est-ce que vous nous écoutez? Appelez, n'appelez pas à ce numéro. Appelez au 799 plus 799 186 45 815. Le numéro est affiché sur l'annonce du direct. Appelez-nous à ce numéro. Je pense que c'est là-bas que vous pourrez nous voir. Donc, appelez-nous plutôt à ce numéro. Alors, il y a quelqu'un qui appelle, qui veut participer en vidéo. Allez. Si vous voulez participer en vidéo, il n'y a pas de problème. Vous pouvez relancer. Comme ça, on va vous prendre, tout simplement. Ou vous nous appelez en audio, il n'y a pas de problème. Pour qu'on parle de toutes ces questions qui sont des questions... Il faut écouter cette histoire-là. C'est juste grave. C'est l'histoire de trop qui emportera définitivement ce pouvoir. Même comme on sait comment ça se passe à Yaoundé. À Yaoundé, quand une affaire sort, toutes les affaires que vous voyez sont instrumentalisées. Les photos des femmes qui se bisoutent entre elles, on sait que ça va faire parler les Camerounais pendant des mois et ils vont oublier l'essentiel de ce qui est à faire. Tout ça est instrumentalisé, mis en scène. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui malheureux de voir que les nôtres continuent à tomber dans ce panneau et ils n'ont pas compris. Ils n'ont toujours pas compris comment ça marche. Alors, donc, je vous redonne le numéro. C'est le plus 799 186 45 815. C'est le numéro où vous pouvez nous joindre pour participer à notre petite agora. Alors, il y a quelqu'un qui me laisse un message. Bonsoir, la Chantilly Pop. Bonsoir à vous, merci de nous rejoindre. Il y a quelqu'un qui veut rentrer avec nous. Là, bonsoir Morgane, bonsoir à tous, beau sujet, je viens d'arriver, très mauvaise qualité de connexion au réseau, mais je m'accroche. Ah d'accord, vous êtes à Marois. Ben oui, qui ne peut pas avoir une bonne connexion en Marois.
Vous savez pourquoi, non? Vous connaissez les raisons. Oui, la gouvernance par la diversion. Marie-Victoire Yetna. La gouvernance par la diversion. Alors, je vais juste prendre quelqu'un, si vous le permettez. Quelqu'un qui était avec nous. Il y a monsieur Evina qui voulait nous appeler tout à l'heure. Donc, vous pouvez nous appeler là maintenant. Hein, comme ça, on essaie de se parler. Et essayez d'être réactif pour ne pas casser le fil. Henri Hervé Menot, appelez au plus 799 186 45 815. C'est le numéro pour joindre notre direct aujourd'hui. Alors, je vais le faire moi-même pour voir si ça marche bien. 00 799 11. Voilà. Donc, oui, il n'y a pas de programme économique, Madame Leka. Il n'y a aucun programme économique. Comptez pas sur ces gens. Ils n'ont pas le niveau, c'est clair. Ils n'ont pas le niveau, pourquoi? Parce qu'ils ont été... Le casting de cette gouvernance a été fait sur les compétences. Vous voyez bien que tous les erreurs de casting qu'il y a eu dans des gens compétents qui ont pu être là à un moment donné, par accident et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rapidement été virés, chacun, ou ils se sont sauvés, hein, pour qu'on ne porte pas atteinte à leur vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le programme. Le programme de ces gens, ce n'est pas de gouverner pour que du Cameroun émerge quelque chose de bien. Hein, vous voyez, le programme de ces gens-là, c'est que justement, rien de bon ne doit émerger. Alors, il y a quelqu'un qui dit, les ambassades en France, au Canada, USA, Allemagne, communiquent via Gmail des documents confidentiels. C'est terrible, alors qu'il faut 3 à 4 techniciens pour le faire. Bon, oui, 3 à 4 techniciens camerounais, mais la problématique qui se pose, c'est que si on vous dit les stratagèmes que nous on a utilisés parfois pour pouvoir travailler avec le Cameroun, vous ne croirez jamais. C'est-à-dire que parfois, quand vous avez une idée, effacez-vous, trouvez des hommes de paille, mettez-les en avant, et puis eux, ils vont y travailler. Et c'est vous qui contrôlez l'affaire dans l'ombre, parce que dès qu'on voit l'ombre d'un Camerounais, vous êtes suspect. D'abord, vous aurez accès à l'information stratégique qu'ils ne veulent pas rendre populaire. Et ensuite de ça, vous allez gagner de l'argent. Le but de ces gens, c'est que l'argent ne doit pas être entre les mains de personnes qui peuvent en faire un outil utile. L'argent doit être entre les mains des jouisseurs. C'est-à-dire qu'il va servir à quoi? Il va servir à prendre des jets privés, à s'acheter des sacs Louis Vuitton, à aller en croisière. Voilà. Si c'est pour cet usage de l'argent, il n'y a pas de problème, on vous en donnera toujours. Mais si c'est pour construire, parce que regardez notre système bancaire. Vous vous demandez, mais les Camerounais, ils ont le cerveau bouillonnant, plein d'idées novatrices, ils sont excellents ailleurs, mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Il n'y a personne qui porte des idées? Mais non. Le système a été vicié à l'origine. Comment il a été vicié? Par les banques. Tout le secteur bancaire que vous voyez, c'est des gens qui travaillent avec les services de renseignement. Dès que vous posez le moindre projet, j'ai déjà fait un développement sur la question dans les autres émissions, auparavant, dans le moindre projet qui a la moindre valeur ajoutée pour la collectivité, eh bien, qu'est-ce que ça donne? Vous êtes, identifié comme quelqu'un de dangereux, qui a des idées de progrès, et donc on vous mettra sous les noires. Si vous aviez un peu d'argent, on va s'arranger à vous appauvrir pour que plus jamais n'émerge en vous l'idée quelconque de vouloir vous positionner comment dire ça? Est-ce que vous m'entendez là? Vous m'entendez toujours ou pas? Allô? Oui, alors, je crois que vous m'entendez. Laissez-moi un petit message pour me dire si vous m'entendez, parce que j'ai comme l'impression que je ne suis plus entendu, je ne suis plus en direct là. Ah. Oui, alors Henri Hervé Menot, bonsoir à toi. Tu peux nous joindre au plus 799 186 45 815. Plus 799 186 45 815. Et si tu n'as pas retenu, regarde juste l'annonce de ce direct, le numéro est inscrit dessus.
Et s'il y a un problème avec ce numéro, veuillez nous signaler pour qu'on prenne d'autres dispositions tout de suite là. Voilà, toutes nos sociétés publiques sont rentables, essentiellement mal gérées et pillées. Mais bien sûr, pourquoi voulez-vous qu'un énergéticien perde de l'argent alors qu'il est sur un marché de niche? Il a une niche qui est là, qui ne changera pas, qui est plutôt en croissance permanente. Il est plutôt en croissance permanente. Pourquoi voulez-vous qu'il perde de l'argent? Vous avez appris qu'EDF a fait faillite. Pourquoi au Cameroun, toutes ces sociétés ont été vendues à dessein? C'est vrai qu'il y a eu les programmes d'ajustement structurel, qui sont le plus gros coup de traîtrise qu'on a fait à nos pays. De nous dire non, vous n'avez pas la capacité de gérer, comme si le monopole de la gestion, on l'avait dès qu'on était du privé. Non, on a les mêmes les grands patrons qui gèrent des entreprises privées, les mêmes grands patrons peuvent gérer des entreprises publiques. Donc effectivement, on est sur des problèmes de gestion. Et donc on a décidé de couler ces entreprises exprès pour pouvoir les revendre aux francs symboliques, toucher de sacrées rétrocommissions au passage, mais surtout participer à l'agenda qui est on ne doit pas bouger. Oui, qu'est-ce qui justifiait par exemple qu'on vende la régie Fercam à l'époque? Qu'est-ce qui justifiait? On pouvait rendre ça profitable, toujours sous gestion publique. Et ce n'est écrit nulle part que parce qu'une société, aujourd'hui la Société Générale est quasiment en faillite. Mais c'est qui les gestionnaires? Les gens qui sont passés par là, c'est des grands patrons qui ont travaillé pour le privé et compagnie. Donc moi je pense que c'était fait à dessein en tout cas, de faire faillite à toutes nos entreprises publiques qui étaient rentables parce que ça participait du plan. Si ces entreprises continuaient à être rentables, à être prospères, ça permettait quoi? Ça permettait de conserver la classe moyenne. Or, pour réussir le plan, il a fallu détruire les classes moyennes au Cameroun. Donc, créer un phénomène de polarisation. On a des très riches et puis une masse de gens qui sont pauvres. S'il n'y a pas de classe moyenne, mais jamais le développement ne peut émerger dans un pays. Donc, ça a été fait à dessein. Ces entreprises publiques constituaient le vivier permettant de maintenir existante la classe moyenne. Beaucoup de parents camerounais des années 80, des années 70 étaient de ces classes moyennes-là. On envoyait des enfants à l'école et tout. Et puis, vous voyez, donc il a fallu détruire ces classes moyennes. Et pour ça, il fallait passer par le biais de ces entreprises publiques qui étaient donc sous le giron de l'État, en les mettant sous la coupe des privés. Vous voyez, et aussi participant de cette philosophie, de cette politique, si on peut appeler ça comme ça, il fallait détruire l'état de droit. Détruire l'état de droit, c'est faire quoi? C'est de dire, allez, vous allez faire une école de magistrature, vous passez, je ne sais pas combien d'années en formation, vous sortez procureur, magistrat, quand vous sortez de là, vous allez toucher moins de 200 000 francs de salaire. Mais vous allez rendre quelle justice en touchant 200 000 francs de salaire? Vous allez rendre quelle justice au nom des Camerounais? Vous pouvez rendre aucune justice. C'était fait à dessein. Moi, j'étais dans un pays comme la Guinée-Conakry. Le salaire moyen là-bas pour un magistrat, à un certain niveau, c'est 2 millions de francs CFA. La Guinée n'a pas plus d'argent que le Cameroun. 2 millions de francs CFA. Oui, le salaire d'un magistrat. Renseignez-vous. À un certain niveau, à une certaine hiérarchie. Je crois que le plus petit doit être dans le million de francs. Donc, au Cameroun, 200 000. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y avait en place cette volonté de détruire le pays. Donc, s'il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas d'attractivité puisque l'environnement des affaires n'est pas sécurisé. Si vous avez quelqu'un abuse de vous, comme par exemple ça a été mon cas, vous n'avez pas de recours. Vous allez faire un recours à qui? Puisque le procureur, le magistrat, pour un billet de 100 000 ou pour 50 000 francs CFA, il va changer le verdict d'une affaire, vous allez être inculpé alors que c'est vous qui avez raison et tout. Donc tout ça est fait à dessein. Donc il y a un certain nombre de choses. C'est pour ça que je dis toujours que il faut, au lieu de s'intéresser aux écarts, aux seuls écarts du système, il faut s'intéresser à l'ensemble du système, à la causalité profonde des problématiques. Pourquoi il y a tout ça? Il y a tout ça parce qu'il y a une construction pour amener ça. Et il faut travailler une construction inverse pour produire des résultats inverses. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il est hors de question, quelqu'un qui est censé
transmettre pacifiquement les savoirs. Donc un enseignant au Cameroun touche un salaire de merde, comme ce que nous les voyons avoir. Un enseignant camerounais, c'est au minimum 500 000 francs de salaire. Oui, pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui faisait un truc un jour, qui m'a d'ailleurs amusé, il disait oui, l'argent est petit, nous aussi on va enseigner petit. Mais on en parle comme une boutade en rigolant, mais c'est la vérité. Donc si vous paupérisez les gens qui sont censés diffuser, donner des savoirs aux vôtres, mais qu'est-ce que ça donne? Mais ce que ça donne comme résultat, c'est que bon, il n'y a rien qui va se passer. Alors, j'ai comme l'impression qu'il y a un problème avec le téléphone. Hein. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'au moins quelqu'un a essayé ce téléphone et qu'il ne passe pas, ou qu'il passe? Vous pouvez juste me dire. Il y a Jean-David, le grand journaliste camerounais qui est du côté de la Turquie, qui est avec nous. Bonjour Jean-David, c'est un plaisir de t'avoir là, et tout, ainsi que tous nos autres frères qui nous suivent. Hein, c'est bien qu'on puisse se parler très souvent, librement, dans un espace où on donne le pouvoir aux idées. Hein. On donne le pouvoir aux idées et les questions d'hommes, on les met de côté, parce que ça nous perd du temps. Ça ne nous fait pas avancer, on focalise sur le futile, le superflu, et pas sur l'essentiel. Donc voilà. Donc essayez de me confirmer, s'il vous plaît, cette question téléphonique, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un problème qui se pose avec ce téléphone-là. Hein, juste me confirmer que quelqu'un l'a essayé, le plus 799 186 45 815. Plus 799 186 45 815. Un appel WhatsApp, hein, s'il vous plaît. C'est juste pour voir si ça marche correctement. Donc voilà, parce que ce serait très bien qu'on ait Henri Hervé Menot qui nous parle de cette histoire de cette plainte qu'il a déposée contre 29 ministres camerounais qui ont détourné les fonds Covid, mais qu'ils détournent, on s'en fout. On est habitué à ce qu'ils détournent l'argent. De toutes les façons, il n'y a pas de nouveauté. Mais sauf que ce n'était pas un argent qui était donné cadeau, c'était un argent qu'il faut rembourser. Et on est en train de vouloir le faire rembourser aux Camerounais. Le modèle, c'était on augmente le prix de l'essence. Donc on veut faire payer à tous les Camerounais l'argent qui a fini dans les arrière-cours de quelques dignitaires du régime. Et la Cour suprême du Cameroun s'est prononcée sur cette question via sa chambre de compte, pour confirmer qu'en fait, il y avait une spoliation, effectivement, et tout. Mais malgré que la Cour suprême s'est prononcée, aujourd'hui, le président Biya, qui est le chef de la magistrature suprême, il a été approché plusieurs fois pour lui qui dit qu'il est un homme qui aime la légalité et tout le tralala, comment se fait-il qu'il y ait un rapport de la Cour suprême, donc au-dessus de la Cour suprême, il n'y a rien qu'aujourd'hui soit snobé, parce qu'il y a une conséquence directe que cette chose doit appeler. Aujourd'hui, on a la preuve que 29 ministres camerounais ont piqué dans la caisse, dans les fonds Covid, il y a un détournement de ces fonds, donc la conséquence directe, au moins il y en a deux conséquences judiciaires, donc ces gens doivent être dégagés pour répondre des faits qui leur sont reprochés, au moins deuxièmement une conséquence politique, des aveux. On ne peut pas continuer à être dirigé par des gens dont il est prouvé par la Cour suprême du Cameroun que ce sont des bandits. Vous comprenez un tout petit peu. Alors, il y a Maliga Magouéa qui dit qu'ils font tout pour que le peuple se révolte et mette leur plan à exécution, massacrer le peuple et prendre le pouvoir de force. Alors, Maliga Magouéa, moi j'ai une autre vision de la chose. Vous savez, aujourd'hui, dans l'ensemble, les Camerounais sont fatigués. Quand je vous dis les Camerounais, je ne vous parle pas des gens qui sont au quartier, hein, des gens des Tambafia, je vous parle de l'ensemble des Camerounais. C'est pas parce qu'un gars bosse au palais qu'il est heureux de sa situation. Et je vous ai dit ici que la stratégie c'était la suivante. Le mécontentement, les postes de mécontentement, elles sont même encore plus graves. Dans tout ce qui représente appareil sécuritaire et compagnie, les gens sont malheureux là-bas parce qu'ils sont maltraités. Mais l'initiative de la révolte ne peut pas venir d'eux. Et ça se comprend, tout à fait normal. Mais je vous promets que l'étincelle qui va forcément arriver
va rencontrer une telle adhésion que vous serez vous-même étonné de voir à quel niveau, jusqu'à quel niveau les gens étaient fatigués de ce système. La preuve, toutes les informations qu'on vous donne, vous avez vu que qui nous a porté plainte pour diffamation? Donc on vous donne des informations qui sont justes. Mais comment avons-nous ces informations, à votre avis? Nous avons ces informations parce qu'il y a des Camerounais qui sont mobilisés à tous les niveaux. C'est pour ça que je vous disais que ça ne sert à rien d'être 500 000 là à se parler, et ça ne fait rien bouger. À la limite, les gens nous regardent comme un divertissement, puisqu'ils ne peuvent pas aller au cinéma le dimanche, donc payer un ticket à 18 €. Donc ils viennent s'asseoir pour regarder les directs comme s'ils regardaient un divertissement. Non, on a besoin des gens, une minorité agissante, et de manière très efficace. Comment on a des informations, à votre avis? Et des informations de premier plan. Bon, on a des informations parce qu'il y a des gens au cœur de ce système qui désapprouvent la manière dont les choses fonctionnent et dont on a besoin, nous, qu'ils soient des soldats à l'intérieur du système. On n'a pas besoin de les exposer. Ça ne sert à rien qu'ils viennent avec nous là, être en direct. Non, les révolutionnaires ont l'obligation de rester en vie. Vous comprenez? Donc ces gens-là, ils sont bien là, ils jouent leur rôle qu'il leur faut. Mais nous, on sait qui fait quoi pour qui. Et demain, ne soyez pas étonnés quand vous verrez les gens apparaître, de croire qu'ils sont sortis génération spontanée. Non, il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés aujourd'hui pour que cesse cette forfaiture sur laquelle nous sommes. Vous comprenez un tout petit peu? Donc, contrairement à ce que vous croyez, c'est pas du tout ça. Voilà. Il y a Solange Guénan qui dit que une vraie mine d'or, les clouds stockent les données pour les remettre. Mais bien sûr, c'est l'or. C'est ça le vrai or aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, à la limite, j'aurais renoncé aux 45 milliards qu'Augentic prend juste pour focaliser sur la data. Et dire, mais non, parce que c'est de l'oseille que tu te prends de manière régulière et sur du très très long terme. C'est même là qu'il y a de l'argent. Donc, en fait, oubliez l'histoire des 45 milliards qui vont se taper là en se partageant les rétrocommissions. Focaliser sur les clouds. L'argent, là, le deal qui est autour. Ou alors, comme nos gens là, ils ne sont pas souvent très malins. Il n'est pas exclu que, au moment où nous sommes en train de parler, peut-être qu'ils étaient tellement dans la tête dans les 45 milliards et les 9 000 qu'il faut se partager sur la carte, qu'ils ont même été trompés, puisque quand ça doit se passer comme ça, ils ne vont pas appeler Morgan Palmer. Mais toi qui a un peu, un peu l'esprit qui va vite dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'on peut gagner d'autre? Donc ils ne vont pas appeler, puisque je serai un témoin gênant. Donc ils vont gérer ça. Vous pensez que Bargangele, il a la capacité de s'asseoir face à ces gens de Gentic et commencer à leur dire, bon voilà, il y a tel truc, il y a tel truc, il y a tel truc. Non, c'est que, bon, allez, il y a 45 milliards, d'accord. Bon, ok, moi je vais avoir combien déjà. Et puis, mais maintenant, tout ce qui est connexe, toutes les retombées indirectes et tout, en général, je ne pense pas qu'ils y pensent souvent. Ça veut dire que vous allez voir que même c'est une histoire où ils se sont fait bananer parce que voilà, ils n'avaient pas le niveau... il n'avait pas les termes de l'échange, quoi, le niveau des termes de l'échange. Donc il y a ça. Donc Solange, je suis d'accord avec vous que les données, c'est la data, en fait, que l'enjeu, même dans cette affaire-là. Donc au-delà des questions de souveraineté, les questions économiques qui tournent autour de la data. Donc il y a Armel qui est là. Armel, vous pouvez nous dire, nous vérifier sur ce numéro que j'ai donné, il passe bien ou... Alors, le problème est à mon niveau pour que je sache et qu'on puisse s'adapter. Vous m'entendez au moins ou pas? J'ai quand même l'impression que je ne suis pas entendu. Si je ne suis pas entendu, veuillez me le dire, s'il vous plaît, pour qu'on puisse y remédier. Donc voilà, on a ce problème de data. Mais vous savez que je parlais tout à l'heure de la question de l'AES. Je vous en parle. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où ce qui se passe ailleurs peut être un exemple, un cas d'école pour nous. On peut s'en inspirer pour nous-mêmes faire émerger des initiatives triomphantes. Alors on a l'AES, c'est quoi? C'est l'Alliance des États du Sahel. Ils représentent, les 3 États, eux seuls représentent 2 500 000 km². C'est la moitié de toute la CEDEAO. La CEDEAO, c'est 15 pays. Et sur les 15 pays, il y a 3 qui sont partis, là. Donc le Niger, le Mali, le Burkina. Et ces 3 pays seuls représentent la moitié de tout le territoire de l'AES. Donc les 13 autres pays, les 12 autres pays qui sont restés dans la CEDEAO, c'est 2 500 000
km². Et l'AES, les trois là, c'est 2 500 000. Donc, les trois pays, pour que vous compreniez un peu sur le plan de territoire ce que ça représente. Donc, ils ont décidé de faire sécession. En fait, on n'est pas face à une nouveauté. On avait déjà eu des initiatives comme ça à l'époque, le temps de la Fédération du Mali, Sénégal, avec Senghor, Modibo Keïta et tout à l'époque. Bon, ça a été vite saboté, hein, parce que toutes les fois qu'il y a une tentative de regroupement des pays africains, on sait que l'union fait la force. Donc on casse ça en introduisant des traîtres qui viennent faire le travail de sape en interne. Bon, aujourd'hui, ils sont confrontés à un problème. Je pense qu'ils n'ont pas anticipé. C'est-à-dire que toutes les fois que tu ouvres un front, quelque part, il faut se dire qu'en face de toi, tu as des gens qui ne dorment pas, qui rivalisent d'ingénierie, d'imagination pour pouvoir te challenger. Et donc, ce problème de la désinformation, qui est qu'on leur colle des histoires du jour au lendemain, et puis les pauvres, ils sont en mode dans la réactivité, bref, ils ne sont pas proactifs. Or, dans ce type de situation, il faut être proactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune guerre qui peut être menée nulle part sans avoir comme levier numéro 1 le levier de la communication. C'est-à-dire vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, nous nous constituons en un État, une fédération ou une alliance, mais cela n'est pas porté. Nous n'avons pas un média qui bat pavillon de notre alliance. C'est une erreur stratégique. Si ce sont les autres qui doivent informer sur ce qui se passe chez vous, ben, ils vous informeront toujours dans le sens de leurs intérêts. Et quitte à ce que cela puisse démobiliser les gens. Moi, j'étais un jour à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'étais reçu par le président Gbagbo. Nous sommes assis mangeant des arachides dans son bureau. Et puis, il y a une chaîne de télévision, je ne vais pas la nommer pour ne pas embêter les gens, qui passe en boucle en bas là, la Côte d'Ivoire à feu à sang. Donc il y avait un scroll qui passait en rouge, urgent, la Côte d'Ivoire à feu à sang. On est à Abidjan, lui et moi, dans son bureau, et puis ils disent que bon, il avait annoncé la dissolution de la CEI, la Commission électorale indépendante, et je crois de l'Assemblée nationale, quelque chose comme ça. Et donc, cette chaîne de télévision annonçait que non, donc du coup, Abidjan était à feu à sang, et il montrait en direct les images d'Abidjan en train de brûler, mais en réalité, pendant qu'on causait avec le président, il s'est avéré que c'était les images d'un événement qui avait eu lieu quelques années avant. Et c'était même pas Abidjan, c'était Gagnoa. Donc c'était les images d'un événement qui s'était passé à Gagnoa quelques années avant. Mais ça passait tellement en boucle, toutes les 15 minutes, urgent, Abidjan en feu à sang et tout, et qu'au bout d'un moment, j'ai vu le président dépité, il était mal. Et puis je lui ai dit, il fallait être courageux pour le faire. Je lui ai dit, alors qu'il était mal, je lui ai dit, bon, moi je pense que ces gens, ils sont dans leur rôle. Ils font ce qu'ils ont à faire. C'est à nous de savoir de faire ce que nous avons à faire. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'être toujours dans ok, on se plaint, on a été la victime, le syndrome de la victimisation. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire que quand vous engagez des combats comme ça, mais il faut être conscient qu'à un moment donné, ça va se passer, puisque la guerre elle est cognitive, je vous en parlais tout à l'heure, ça va se passer au niveau de le maniement des symboles, des informations qu'on fait arriver. Ça veut dire que nous, on était à Abidjan, le gars qui habite à San Pedro, le gars qui habite dans la périphérie d'Abidjan, il avait comme information que Abidjan est à feu à sang, une information qui venait d'un média qui produit à 6000 km de là. Donc l'image qu'il avait de son pays, c'était que c'est en train de brûler sur la base de ce qu'on lui avait dit à l'international. Je dis au président, mais non. Je lui dis que si on avait nos propres médias, ben, il y avait matière de prendre une valise Inmarsa, faire le tour d'Abidjan et tout, sans même rien dire. Et puis on verrait que bon, il n'y a pas d'Abidjan qui a feu à sang. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il faut travailler de manière sérieuse tous les projets. C'est-à-dire on ne peut pas vouloir dire qu'on se libère. Vous vous rendez compte de ce que ça représente comme manque à gagner pour certains pays? Vous allez leur dire que du jour au lendemain, peut-être qu'ils ont construit tout un pôle d'excellence dans le nucléaire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un accès privilégié à l'uranium chez vous. Du jour au lendemain, vous leur dites non, vous n'aurez plus cet accès. Ça veut dire qu'on a tout un pôle d'excellence qui se détruit.
avec les conséquences en cascade que ça peut avoir. Parce que vous n'imaginez pas, quand vous entendez le nom d'une société, le nom d'une entreprise, vous ne savez pas les milliers d'entreprises qui vivent du fait de l'existence de cette société. Donc en fait, vous venez détruire des écosystèmes qui sont là et dont l'équilibre peut complètement faire flancher un pays. Donc c'est pas un truc simple. On n'est pas dans la cour de récréation d'enfants là. C'est des choses qui doivent être pensées, mûries et puis anticipées sur un temps, 2, 3 temps. Et si on réagit comme ça, comment on va faire? Et si on fait comme ça, comment on fait? Et tout. Donc c'est pas les choses, on n'est pas vraiment... c'est la cour des grands là. Donc il faut faire très attention. Et moi je vous le dis parce que on va avoir ce problème au Cameroun. On n'a pas de médias de qualité dans notre pays aujourd'hui. On n'a pas de médias, ça a été fait exprès. Je vais vous raconter une histoire. Dans les années 2000, quand le président Biya décide de libéraliser l'audiovisuel, celui qui était ministre de la communication à l'époque s'appelait Jacques Famendongo. Et donc, nous, on avait à cœur de reproduire un peu les médias comme on l'avait vu en Occident. Et donc, on mettait une certaine qualité dans la manière de faire les radios. À l'époque, j'étais cofondateur d'une radio, Magic FM, ensuite Sky. Et donc, quand a commencé la dérive, on avait des gens qui venaient sur les antennes parce qu'on leur a donné de l'argent, ils commencent à insulter les autres. On s'est dit, attention, nous, on veut représenter réellement un quatrième pouvoir. Donc, on ne peut pas laisser qu'on soit assimilé à ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On allait rencontrer Jacques Famendongo, un certain nombre de professionnels, lui en tant que ministre de la Communication, pour dire que non, il faut réguler, il faut qu'on siffle la fin du bal. Je crois qu'il n'y avait pas encore de Conseil national de la communication à l'époque, je ne me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, il était question que la régulation se fasse par les professionnels du métier et qu'on ne laisse pas que n'importe qui endosse le costard de journaliste et puis aille ternir l'image de la corporation dans l'ensemble. Et puis on est tombé sur un type très arrogant. Famendongo, il a toujours été comme ça, hein. C'est pas d'aujourd'hui. Et c'est après que j'ai compris qu'en réalité, ils ont laissé pourrir la situation exprès. Pourquoi? Parce que dans leur tête, c'était que bon, en le faisant, ils affaibliraient donc la notion de quatrième pouvoir qui est accolée aux médias. Donc on aurait des médias faibles, et puis si on a un média fort, on a le tout-puissant pouvoir exécutif. Voilà, c'était ça le simple calcul de ces gens-là. Hein, vous voyez, donc ils ont laissé que les médias que vous voyez au Cameroun là, se développent aujourd'hui, que ces médias se développent, où quelqu'un on lui donne un peu d'argent, il monte, il vous insulte, et il raconte une histoire sur vous sans chercher à vérifier, et tout et tout. Ils ont laissé que ces médias montent pour que les médias ne représentent pas réellement le quatrième pouvoir. Bon, alors, ça crée de la pourriture. Mais aujourd'hui, cette pourriture gêne tout le monde, parce que quand ça sent pour X, ça sent aussi pour Y. Mais il faut savoir que c'était une construction. Comment on détruit un pouvoir parce que nous voulons maintenir la suprématie. Mais à l'époque, on essayait de faire quand même des médias de qualité. Moi, je me souviens... Sur Magic FM, pour ceux qui ont vécu à Yaoundé, qui connaissent un tout petit peu, on a fait une radio de qualité. Je me souviens d'un ministre, Dieudonné Bassazan, ministre des Travaux publics à l'époque, qui appelait en direct à l'antenne. Pourquoi? Parce qu'on parlait d'un sujet qui touchait à son département ministériel. Il appelait pour intervenir à l'antenne, pour dire, ben voilà, j'ai entendu dire ça, voilà, j'ai mon explication que je peux vous donner, pour vous dire un peu à quel niveau on était. Mais ils ont fait détruire ce truc-là pour qu'on arrive à à la banalisation des médias et puis à la clochardisation des gens qui travaillent dans les médias en pensant qu'ils faisaient du mal qu'à cette corporation sans savoir qu'ils étaient en train de se faire du mal à eux. Parce qu'aujourd'hui, quand je les entends pleurer que oui, on va lutter contre la désinformation, les trucs, mais je rigole. C'est eux qui ont fabriqué ça, c'est les fameux Ndongo. C'est eux qui ont fabriqué ce niveau de médias que nous avons aujourd'hui au Cameroun, en laissant pourrir la situation. Comprenez un tout petit peu? Donc on n'a pas les médias, et ça c'est un appel que je lance pour la suite, parce que ce qui va se passer pour la suite, c'est que nous on ne va pas avoir des médias au Cameroun qui sont subventionnés à 200 millions. Vous vous rendez compte? La subvention globale pour tous les médias du Cameroun, c'est 200 millions de francs CFA. 300 000 euros, mais c'est de la plaisanterie, cette histoire. Vous faites quoi? Vous allez où avec ça? 300 000 euros à partager avec qui? Entre-temps, ils ont conservé le monopole, la redevance, la jouissance de la redevance audiovisuelle au service public de télévision. Parce qu'il y avait le choix, soit le service public garde la redevance audiovisuelle
Donc les fameux 17 milliards, je crois, que ça génère, je ne me rappelle plus très bien. En gardant cette redevance, ils renoncent au marché publicitaire pour permettre que les privés tendent la laine sur le dos des entreprises privées. Mais ils n'ont pas laissé faire ça. Donc on a en même temps le service public qui a de l'argent public qui gagne, mais en plus de ça, ils sont sur le marché publicitaire à le discuter avec les autres. Donc ils ont affaibli volontairement. Non, il faut au moins, je dis bien, hein, si on n'a rien donné, il faut au moins 5 milliards d'argent public pour développer une presse de qualité et puis commencer à être qualitatif. Là, on donne les autorisations à qui pour ouvrir les médias parce que c'est n'importe quoi ce que nous voyons dans notre pays aujourd'hui. Vous pouvez vous en rendre compte vous-même tous les jours. Et ça ne peut pas participer à l'élévation d'un peuple. Ça participe plutôt à la fragilisation de ce peuple. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, vous ne m'avez toujours pas dit, est-ce que vous avez vérifié... Alors, il y a quelqu'un qui met un truc là, pour que je sache qu'est-ce qui se passe réellement avec ce numéro de téléphone. Est-ce qu'il est opérationnel ou pas? Vous ne m'avez pas dit toujours si vous avez ce téléphone. Oh là là. Qui, pour me donner cette information, s'il vous plaît, m'envoyer l'information au numéro que je vous ai donné, le 799 186 45 815. Qui peut me donner l'information, me dire si ce téléphone passe ou pas. Sur WhatsApp, hein, si vous pouvez essayer un appel sur WhatsApp, et puis ça nous permettra de savoir ce qui se passe exactement. Donc voilà. On est un certain nombre ce soir à regarder. Je trouve que c'est pas mal. C'est intéressant les sujets qu'on évoque. Donc on parlait d'Amadou Ahidjo. Je crois qu'il y a un problème au niveau du téléphone. On parlait d'Amadou Ahidjo, premier président du Cameroun, qui a dû être l'un des principaux animateurs de la répression de tous les mouvements nationalistes, la résistance nationaliste camerounaise. Il y a eu un bain de sang, notamment en pays Bassa et Bamileke. Beaucoup de gens sont morts. Et malheureusement, ces morts-là, au jour d'aujourd'hui, elles n'ont pas encore été objectivité sur le plan historique, parce que bon, c'est un peu comme l'histoire de la France. La France occupée, la résistance s'organise à Londres avec De Gaulle. Sur place, il y a Pétain qui collabore avec les Allemands. Et c'est un peu comme si De Gaulle triomphant par la suite... allez, qu'on n'ait pas des avenues aujourd'hui en France qui sont avenues de Gaulle, des aéroports qui s'appellent Charles de Gaulle et compagnie. Le cas de nos résistants, c'est-à-dire des gens qui se sont battus avec les moyens qui étaient les leurs. Hein, les moyens qui étaient les leurs, bon, ça peut être contestable parce qu'il y a des victimes de part et d'autre, mais quand même, c'est des gens dont le combat était pour la libération du Cameroun. Et c'est des gens qui, à mon avis, doivent être aujourd'hui réhabilités aux yeux de l'histoire. C'est pas fait suffisamment, mais je vous ai dit pourquoi. Hein, ça ne peut pas se faire sous ce pouvoir. Si le corps d'Ahidjo est toujours à Dakar, eh bien, ça a bien une raison. C'est que c'est nous qui allons amener ce corps au Cameroun. C'est pas ces gens-là, il ne faut pas compter sur eux. Ils sont les meilleurs élèves d'autres personnes. Ils ne sont pas les meilleurs élèves pour le Cameroun. Donc, il faut travailler aujourd'hui à faire... Donc très rapidement à arriver, ce que nous sommes en train de planifier, de telle sorte que ça puisse, qu'on puisse arriver vers des lendemains meilleurs au Cameroun. Alors, je vais essayer quelque chose. Alors, il sonne dans le vide. Ok, je comprends maintenant. Il sonne dans le vide. On va essayer autre chose. Vraiment désolé. Je vais voir un truc. Pardon, deux secondes. On va voir si ça donne.
Alors, je comprends pas. Pourtant, j'ai eu un appel tout à l'heure avec ça. Je comprends pas ce qui se passe. Alors, ah oui, effectivement, c'est un numéro qui passe pas. C'est bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, euh, je vais trouver une autre possibilité de. Alors, est-ce que vous êtes là? On va. Voilà. Bon, on va essayer un autre numéro de téléphone. Vous allez me dire si celui-là il passe mieux. C'est le plus 791 50 19 92 99. Plus 791 50 19 92 99. Plus 791 50 19 92 99. Voilà, et c'est peut-être à ce numéro, plus 791 50 19 92 99. Je pense qu'on aura beaucoup plus de possibilités de le joindre là, à ce numéro. Donc à votre écoute, plus 791, cher Hervé, 50 19 92 99. Et on va voir ce que ça donne. Là, cette fois-là. C'est fou qu'on n'ait pas de téléphone qui passe. Plus 791 50 19 92 99. Vous êtes à l'écoute, vous suivez ou pas? Plus 791. Il sonne aussi, il sonne avide. Bon, allez, on va essayer autre chose, puis si ça passe pas de cette manière, ben on va lancer des appels directement par la vidéo. Je suis vraiment désolé, je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi ça ne marche pas? Plus 791 50 19 92 99. Vous pouvez essayer à ce numéro et puis on va voir si ça passe ou pas. Alors, Jean-Marie Mesmer, si vous êtes toujours là, essayez peut-être de lancer une communication directement sur WhatsApp. Alors, demandez à Jean-Marie de rejoindre la diffusion en direct. Ajout en cours. N'a pas pu participer par raison de difficultés techniques. Alors, non, je ne sais pas ce qui se passe. Je crois qu'il y a un petit problème technique, hein, mais c'est pas grave. On pourra toujours la refaire une autre fois. Je ne sais pas ce qui se passe clairement. Hein, si on est bloqué au niveau de la communication. Bref, c'est une possibilité. Donc on va devoir peut-être refaire notre direct une autre fois, hein, pour cette fois-là avoir la participation de tout le monde, en espérant que la technique marchera mieux la prochaine fois. C'est vraiment dommage, parce que je sais que c'est un thème que beaucoup de gens voulaient. Moi, je reçois plutôt des messages sur mon WhatsApp, mon autre WhatsApp. C'est dommage. Alors, puisque ce problème technique persiste, bon, on va faire quoi? On va se prendre un autre rendez-vous la semaine prochaine pour en reparler, hein, ou bien au cours de la semaine, on va trouver un petit temps pour parler. Et j'espère que les dieux de la technique seront avec nous et qu'on pourra faire une autre émission qui soit bien. D'ici là, ben, je vous souhaite de passer une très belle fin de week-end, une très belle semaine, hein. Et n'oubliez pas, il fera beau dans notre pays bientôt. Hurrah! Merci.